Bien, Monsieur le Président, Messieurs les secrétaires perpétuels, Madame l'ambassadeur, dont j'ai très bien compris le motif de départ rapide, cher Jean-Marie, merci pour cette introduction très flatteuse et surtout pour ce plaidoyer pour la microbiologie. Ça, j'apprécie beaucoup. Et Madame Simoën, merci infiniment pour vous et votre équipe d'organisation parfaite de cette visite. Maintenant, après tout ça, la pression est sur moi et je vais faire de mon mieux pour représenter ici, bien entendu, le Collège de France et la chaire de microbiologie et maladies infectieuses dont je bénéficie depuis 2008. En fait, je vais vous parler. En 1958, j'avais été très marqué par un film qui était un film du commandant Cousteau qui s'appelait Le monde du silence. C'était le monde des fonds sous-marins et la découverte des poissons. Et là, finalement, ça va être une plongée type monde du silence, mais dans un autre univers que Jean-Marie vous a déjà mentionné, qui est celui des microbes, et en particulier des microbes intestinaux. Ils ne font pas beaucoup de bruit, et tant mieux, mais ils jouent un rôle extrêmement important, et on va en parler. Avant de rentrer dans ces détails, et au fond d'essayer de vous donner une perspective à la fois sur le rôle de ces micro-organismes dans la physiologie humaine et animale, bien entendu, et dans la santé, mais aussi le fait que l'équilibre extrêmement subtil qu'il a fallu mettre en place, en particulier entre notre système immunitaire et ces microbes, peut être rompu et peut donner lieu de plus en plus, en tout cas c'est ce qu'on considère, à ce qu'on appelle ces maladies postmodernes, qui sont des maladies non pas infectieuses, mais qui sont des maladies de la rupture de notre interface, de notre façon de procéder avec ces microbes théoriquement pacifiques. Et ces maladies postmodernes vont, en fait, depuis des domaines comme l'obésité, on n'attendait pas du tout à avoir un rôle microbien, jusqu'à un certain nombre de cancers, et en particulier le cancer du côlon. Donc je vais essayer de vous faire traverser un petit peu toute cette problématique et vous faire, en gros, ce qu'on fait au Collège de France, et je suis sûr au Collège Belgique, c'est-à-dire de faire une mise au point sur là où est la science. La science en train de se faire, c'est le thème du Collège de France. Alors je commencerai simplement par une évidence, à savoir que les bactéries sont apparues sur la planète il y a 3,5 milliards d'années, un petit moment, et les eucaryotes multicellulaires les plus simples sont apparus beaucoup plus tard, c'est-à-dire environ 800 millions d'années. Et l'homme, bien entendu, on n'en parle pas, c'est un tout petit genou sur la planète, 40 000 ans. Ça veut dire, au fond, que lorsque les systèmes eucaryotes, en particulier complexes, ont commencé à se développer, à se différencier, à adopter l'univers nouveau qui s'enrichissait en oxygène. Il a fallu d'ailleurs adopter une bactérie. Nos cellules ont adopté une bactérie il y a pas mal d'années. Ça s'appelle les mitochondries, parce qu'il fallait respirer l'oxygène, il fallait lui enlever ce côté toxique. Donc le monde, en fond, a évolué d'emblée sur la base d'une coexistence de préférence pacifique avec les micro-organismes. Et le concept qui se développe de plus en plus à partir de cette notion de microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des populations microbiennes qui peuplent notre organisme, c'est que l'homme est un holobionte, c'est en fait un super-organisme hybride entre des eucaryotes, des cellules eucaryotes, un assemblage de cellules eucaryotes, à la fois somatiques et germinales, et bien entendu des prokaryotes, sinon je ne serais pas là pour vous en parler. Alors, je commencerai presque ma présentation par un quiz. Est-ce que tout le monde dans la salle sait à quoi correspond cet instrument de haute technologie du XVIIe siècle ? Oui, vous savez. Bon, très bien. Donc c'est le premier microscope, bien entendu. En tout cas, le premier microscope à lumière directe, inventé et construit par un voisin du Nord, Anthony von Leeuwenhoek, à Delft. C'était du high-tech du XVIIe siècle et pas des moindres. En haut, vous voyez cette petite orifice. En fait, il fondait une petite barre de verre et il faisait une petite perle qui donnait au fond une lentille et qui permettait de grossir entre 40 et 250 fois. Un système porte-objet ici, et puis tout ce gros dispositif, en fait, le système de réglage tridimensionnel pour amener l'objet à la hauteur de l'objectif et, bien entendu, à la bonne distance focale. Et avec ça, von Leeuwenhoek a en fait été le père fondateur de la microbiologie, puisqu'il a décrit ce qu'il appelait, lui, des animalcules, c'est-à-dire des petites particules de formes différentes que très consciencieusement il dessinait après ses observations, en particulier à la suite de prélèvements sur le tartre dentaire, chez lui-même et chez d'autres personnes.
Et donc très attentieusement, avec beaucoup d'attention, il dessinait ce qu'il voyait, c'est-à-dire par exemple ici des bacilles qui sont probablement des clostridium, des cocci, des spirochètes, et puis surtout, et pour lui c'était la définition que ces micro-organismes ou ces animalcules qu'il observait vivaient, certains d'entre eux bougeaient. Il avait donc observé en même temps la motilité des micro-organismes, et bon, on connaît maintenant la motilité flagellaire d'un bon nombre d'espèces bactériennes. Alors il était membre de la Royal Society et il bombardait le secrétaire perpétuel de la Royal Society avec ses observations en néerlandais d'ailleurs, ce qui fait que le secrétaire perpétuel traduisait ça en anglais consciencieusement toutes les semaines. Et entre autres, parmi ses communications, comme certains scientifiques, il avait de l'humour. Une d'entre elles disait « Il y a plus d'animaux qui vivent dans les dépôts qui s'accumulent sur les dents dans la bouche de chacun qu'il y a d'êtres humains dans un royaume, en particulier chez ceux qui ne se lavent jamais les dents. » Donc c'est Anthony van Leeuwenhoek, et je parle toujours de lui avec beaucoup d'émotion parce que tout de même c'est le père de la microbiologie. C'est aussi lui qui a découvert, qui a démontré pour la première fois l'existence des spermatozoïdes. Bien entendu, c'était des petits organismes qui bougeaient très vite sous son objectif et qui étaient par définition vivants et ô combien vivants. Alors la question qui s'est assez rapidement posée, pas venir ici sans parler de Louis Pasteur, mais j'espère à bon escient. C'est en fait Louis Pasteur, ce qui est formidable, c'est que quelle que soit la question que vous vous posiez en microbiologie, il y avait pensé et il avait une réponse. La réponse n'est pas toujours absolument vraie, mais bon, enfin en tout cas. Et Pasteur s'était posé assez tôt la question, puisqu'il vivait maintenant dans cet environnement microbien dont il avait participé à la prise de conscience, de savoir au fond à quoi servent ces microbes. Et comme il avait bien entendu une vision extrêmement positive de la nécessité des microbes, il le savait du fait de leur fonction dans le vin, dans la fermentation de la bière, et pourquoi pas donc dans des fermentations à l'intérieur des animaux et des êtres humains. Donc j'ai trouvé une citation, il disait souvent dans nos causeries de laboratoire, c'était comme ça qu'on appelait à l'époque les lab meetings, depuis bien des années, j'ai parlé aux jeunes savants qui m'entouraient de l'intérêt qu'il y aurait à nourrir un jeune animal dès sa naissance avec des matières nutritives pures. Par cette dernière expression, j'entends désigner des produits alimentaires qu'on priverait artificiellement et complètement des microbes communs. Et là, il s'avançait un petit peu, puisqu'il faisait une hypothèse, et il disait, un peu avec le style ampoulé de l'époque, sans vouloir affirmer je ne cache pas que j'entreprendrais cette étude, si j'en avais le temps, avec la pensée préconçue que la vie, dans ces conditions, deviendrait impossible. Alors, deuxième question, pensez-vous qu'on puisse vivre sans microbes? Donc, vous êtes d'accord avec Pasteur? Eh bien, vous avez tort. Quelques années plus tard, excusez-moi de le dire comme ça, dans cet endroit... Quelques années plus tard, deux chercheurs en Allemagne, George Nuttall, qui était britannique, né à San Francisco à l'époque, qui avait déjà une internationalisation de la science, et donc Hans Thierfelder, ont fait l'expérience princeps, celle que Pasteur n'avait pas eu le temps de faire, c'est-à-dire qu'ils ont accouché par césarienne un cobaye, ils l'ont maintenu dans des conditions stériles. Alors, on peut discuter quel était le degré de la stérilité, s'il n'y avait pas quelques bactéries à croissance très lente, s'il n'y avait pas des bactéries sporulées. Je vous laisse en penser ce que vous voulez. Mais néanmoins, ils avaient démontré que ces animaux, en tout cas, vivaient dans ces conditions de stérilité. Et surtout, ils étaient centrés, et c'est écrit ici dans le titre de la communication de ces deux chercheurs, surtout ces animaux, au fond, digéraient les aliments et absorbaient les nutriments et présentaient une croissance et une survie correcte, en tout cas sur une donnée que d'ailleurs je n'ai pas retrouvée dans le papier. Donc au fond, Pasteur avait tort sur le principe, on peut avoir une vie eucaryote, multicellulaire, complexe, sans présence de microbes. La question qu'on se pose immédiatement, c'est quelle serait la nature et la qualité de cette vie. Et ça, c'est bien entendu une autre affaire et on va y revenir à plusieurs occasions. Toute cette problématique qu'on a appelée assez rapidement l'axénie, c'est-à-dire la vie en l'absence de microbes, ou la gnotoxénie ou la gnotobiologie, qui en fait est la science de la vie dans des conditions contrôlées,
de présence microbienne. Un microbe, quelques microbes, mais en tout cas des populations microbiennes qui sont introduites de façon artificielle et contrôlées et maintenues comme telles. Donc tout ce problématique qui avait émergé à la fin du 19e, au début du 20e siècle, est resté un tout petit peu en pointillé pendant une certaine période, jusqu'à ce qu'un scientifique américain qui s'appelait James Reniers à University of Notre Dame en Indiana ait véritablement, à l'américaine, décidé de prendre en compte cet aspect de la vie en l'absence de microbes et de mettre au point, avec son ingénieur qui s'appelait Philip Trexler, des machines déjà extrêmement sophistiquées, on est là à la fin des années 40, qui permettaient véritablement d'accoucher par césarienne les animaux et ensuite de les mettre d'emblée dans des situations axéniques, c'est en l'absence de tout microbe, et de commencer à poser un certain nombre de questions sur, au fond, quel peut être malgré tout le rôle des microbes, même si ça n'est pas un rôle essentiel sur vie ou pas vie pour ces organismes. Et toutes ces méthodes qui ont été mises en place à la fin des années 40, en fait, ont eu un impact médical extrêmement important, puisqu'elles ont permis de développer un certain nombre de systèmes d'isolation en médecine, comme les isolateurs de prématurés, qui ne sont pas des systèmes, disons, axéniques, mais qui sont des systèmes gnotoxéniques, c'est-à-dire que le nombre de micro-organismes, la quantité de micro-organismes qui peut s'y situer est très limitée. Des isolateurs pour les grands brûlés, des enceintes stériles pour les patients aplasiques sous chimiothérapie lourde, des enceintes stériles pour les enfants atteints de déficit immunitaire d'origine génétique. Et là est né un petit peu le mythe de ce qu'on appelait les bébés bulles. Donc il y a toute une série de progrès médicaux qui sont liés à cette perception de cet environnement microbien et à la possibilité de le contrôler, voire de l'annuler, de manière à faire passer à des individus une période importante dans leur vie. Et puis, bien entendu, ces travaux ont permis de mettre en place un certain nombre de concepts scientifiques sur, au fond, à quoi servent les microbes, même, encore une fois, s'ils ne sont pas essentiels, plus ou moins, à la vie. Et ce qui est très drôle, c'est que les travaux de Reniers ont pris beaucoup d'ampleur à cette époque-là, à la fin des années 40, où on commençait justement à mieux saisir notre interface avec le monde microbien en général. On commençait à voir les antibiotiques agir sur les microbes, on commençait à voir les vaccins protéger contre les microbes. Donc il y a toute une espèce de concept et de philosophie qui s'est faite autour de ça et qui était illustrée par ce très joli reportage de Eugene Smith, qui était en fait grand reporter pour Life Magazine, qui avait fait une série de photos très poétiques presque, qui en fait dramatisaient, comme on dit en anglais, cette technologie et ce concept de gnotobiologie. Et très vite, à partir de là, dans les années 50, sont nées un certain nombre de discussions, de réflexions, de controverses sur, au fond, la nécessité de ces microbes et est-ce que l'homme pourrait vivre sans microbes, au fond. Ce serait peut-être une espèce d'absolu, d'utopie qui permettrait d'éviter en particulier la survenue des maladies infectieuses. Et encore une fois, les antibiotiques, les vaccins commençaient à montrer leur puissance. On était vraiment dans l'âge d'or, en particulier de l'antibiothérapie. Et ces possibilités paraissaient envisageables dans le futur. Et c'est très intéressant parce que deux finalement grands penseurs de la microbiologie de l'époque outre-Atlantique, l'un était Hilary Kroposki, qui est le père du vaccin polio, et Jos Lederberg, un génie de la microbiologie, prix Nobel à l'âge de 35 ans, ou 33 même, s'affrontaient sur cette notion de nécessité des microbes. Hilary Kroposki, qui était médecin, qui était virologue, avait une vision extrêmement médicale du sujet, et il comparait au fond notre interface avec les microbes à une espèce de ligne de front au cours d'une bataille, considérant que cette période où il commençait à rentrer, les années 50, du fait des antibiotiques et des vaccins, montrait en fait que le front se stabilisait, mais que ce front devait être respecté parce que l'interaction entre l'hôte et les microbes jouait certainement un rôle qui restait à définir, et ça, on va en reparler. Lederberg, qui était un peu plus provocateur dans sa vision des choses, considérait qu'un homme
axénique était un objectif éventuellement réalisable, vivant même dans un monde sans micro-organismes. En fait, il avait une idée derrière la tête, c'est qu'il était conseiller déjà dans les années 60 pour la NASA et se posait le problème des microbes et de l'exobiologie et de savoir au fond si l'homme allant visiter des planètes comme la planète Mars n'allait pas y apporter toutes ces cochonneries de microbes qui allaient complètement changer la vie et l'écosystème des planètes. Donc, nos collègues américains adorent ces discussions et jouer avec ces concepts, et moi j'aime beaucoup aussi, donc je pensais que c'était intéressant en introduction de voir un petit peu cet aspect-là. Le problème, c'est qu'il y a eu très vite des dérapages dans ce concept, et en particulier ce concept de life in a germ-free world a commencé à s'incruster et surtout à se fusionner assez dangereusement avec, au fond, dans une utopie de l'homme pur du futur, c'est-à-dire un mélange de pureté génétique, l'eugénisme, et de pureté microbiologique. Et là, on rentrait quand même des côtés un petit peu sordides de l'utopie, et il a fallu, bien entendu, lutter contre ça, et vous savez ce qu'il est advenu de ces concepts. Il est resté néanmoins des traces, et une des traces principales, c'est probablement la germophobie, qui est cette détestation des microbes, cette volonté absolue de nettoyer tout, les mains, la peau. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas se laver les mains, mais il y a quelque chose dans la germophobie qui va au-delà de la simple hygiène de base nécessaire, en tout cas pour ce qui concerne la vie courante. Mais on voit encore beaucoup de publicités aux États-Unis, en Europe, qui sont basées sur une approche extrêmement agressive de la destruction du monde microbien qui nous environne. Et on va voir que ceci a très probablement des effets négatifs et est une cause, ou en tout cas un élément important dans la survenue de ces maladies postmodernes dont j'ai parlé très rapidement au début. J'ai insisté sur l'axénie et la gnotobiologie parce que je pense que dans ce domaine du microbiote, tout ce qui concerne les aspects fonctionnels, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas descriptif, corrélatif, repose beaucoup sur des expériences qui ont été faites chez des animaux dépourvus de microbes, qu'on a réensemencé avec un ou plusieurs microbes de façon à commencer à voir quelle était l'addition en termes d'éléments physiologiques que proposait ou qu'offrait la présence de ces micro-organismes. Donc toute une technologie de la gnotobiologie s'est développée au fil des années. On en a dans notre institut. Beaucoup de laboratoires qui travaillent dans ces domaines sont obligés de passer par cette étape. Et au fond, on peut introduire les choses comme ça, si on veut commencer par la négative. C'est-à-dire, au fond, si on veut comprendre ce que font les microbes dans notre physiologie et dans d'autres domaines éventuels, regardons ce qui se passe quand les microbes ne sont pas là. Et ce qui se passe quand les microbes ne sont pas là a été regardé essentiellement chez la souris, qui est bien entendu l'animal de laboratoire de référence, et on a vu plusieurs choses. On a vu d'abord, aux joies, que ces souris vivaient plus vieilles. Bon, alors, ça a été très rapidement, effectivement, l'objet de plusieurs publications, et le rôle, au fond, de ces microbes, ces mauvais microbes, éventuellement, dans la sénescence, c'était ce que Metchnikoff, au début du XXe siècle, avait appelé la sénescence par pourriture intérieure, c'est-à-dire que son hypothèse était qu'on vieillissait parce que se développaient, à partir d'un certain âge que je ne vous donnerai pas, des bactéries qui fabriquaient des poisons, ce qu'on appellerait aujourd'hui des toxines, et qui, au fond, donnaient des effets secondaires sur l'économie générale de l'organisme et causaient la sénescence. Donc, quand on a vu que les souris vivaient plus vieilles, on a pensé tout de suite, bien entendu, que Metchnikoff avait raison. La question, encore une fois, c'est certes, on peut vivre plus vieux, mais quelle est la qualité de la vie offerte? Si c'est pour vivre dans une bulle pour le restant de ses jours, c'est pas nécessairement une bonne chose. Et par ailleurs, ces animaux sont vraiment dans ces bulles, dans des hôtels 5 étoiles, ils ont une alimentation qui est tout à fait contrôlée, ils ont finalement une attention du personnel autour d'eux qui font que, bien entendu, les choses sont un petit peu simplifiées. Mais ce qu'on a vu aussi quand même, heureusement, je dirais assez rapidement, enfin heureusement pour les microbes, parce que vous avez bien compris que j'aime beaucoup les microbes, c'est que ces souris ne grossissaient pas et ne grandissaient pas aussi vite et aussi bien que ce qu'on appelle des souris conventionnelles, c'est le terme classique, c'est-à-dire des souris ou des individus qui ont une flore microbienne tout à fait normale.
Donc elles avaient au fond un état de malnutrition. Et cette malnutrition, elle était liée essentiellement à une carence en vitamines, une carence en apport calorique, puisqu'il faut, pour faire vivre correctement ces souris dans ces incubateurs axéniques, leur donner une ration alimentaire qui est de l'ordre de 30 à 50% supérieure à leurs congénères conventionnels, de manière à leur faire atteindre la même croissance et le même poids. En plus, leurs parois intestinales sont très fragiles, on le voit bien quand on les étudie, quand on les dissèque après les avoir sacrifiées. Elles ont une vascularisation capillaire intestinale qui est atrophique, je vous montrerai une photo. Elles ont une diminution des facteurs angiogéniques. Leur motilité intestinale est réduite, avec une diminution d'expression de neuromédiateurs. Leur système nerveux myo-entérique est atrophique, absence de dégradation des mucines, incapable d'y digérer tout ce qui concerne les sucres complexes végétaux. Et puis leurs organes sont plus petits, leur cœur, leurs poumons, leur foie. Leur système immunitaire, je vais en reparler rapidement, est atrophique. Et puis, il y a d'autres anomalies sur lesquelles je reviendrai rapidement. Chez la souris, dont la portée chez l'homme, ou dont l'extrapolation, je dirais, chez l'homme est tout à fait passionnante, mais encore moins, pour l'instant, démontrée, sachant qu'on parle là de cet axe entre le microbiote et le système nerveux central, par exemple, et le rôle que peuvent avoir ces micro-organismes dans le comportement, par exemple. On en redira quelques mots. Donc, au fond, les effets du microbiote intestinal sur l'hôte, c'est une série d'effets physiologiques qui sont, en gros, et fort probablement essentiels à une vie, à une survie dans des conditions favorables, une fois projeté dans un environnement lui-même contaminé. Donc, on voit bien le cercle vicieux dans lequel on est quand on essaye de s'extraire de ce contexte. Donc, développement de l'immunité innée et adaptative, en particulier ce qu'on appelle l'inflammation physiologique, c'est-à-dire que le système immunitaire chez un animal axénique, comme je l'ai dit, est totalement atrophique et à un niveau de développement très bas. Donc, il faut l'amener à un niveau de développement correct et il faut le stimuler de façon permanente, sans aller jusqu'au pathologique, de manière à ce qu'il soit capable de répondre à une agression microbienne pathologique sans avoir à récapituler depuis zéro absolument tous les éléments, sinon on arriverait toujours en retard d'un train ou plusieurs après un agent pathogène et vous voyez immédiatement le résultat que ça pourrait avoir. Donc cette inflammation physiologique, ça aussi c'était un terme de Metchnikoff, extrêmement visionnaire, au fond, ce qu'on pourrait appeler le fine-tuning du système immunitaire. On reste dans la physiologie, mais on est quand même prêt à répondre très rapidement. Et au fond, on voit de plus en plus le microbiote, en tout cas j'ai tendance à le voir comme une espèce de concentré un peu homothétique de l'environnement global, et qui nous permet en permanence de nous confronter à cet environnement grâce à ces microbes qui en plus eux-mêmes réagissent aux conditions environnementales. Donc c'est vraiment une symbiose, voire au fond un mutualisme qui est tout à fait passionnant et exceptionnel. Ça maintient l'intégrité de l'épithélium, comme l'a dit Jean-Marie. C'est une source d'énergie par la capacité qu'ont ces microbes, au fond, à réduire, à hydrolyser et à fermenter les sucres végétaux complexes. De nous-mêmes, en tant qu'eucaryotes, nous ne sommes pas capables de le faire. Donc il nous faut les microbes pour digérer et au fond, transformer en produits de fermentation, en particulier ce qu'on appelle les acides gras à chaîne légère, la salade, les épinards, tout ce qui est sucre complexe, voire les féculents. Et les mucines, et d'ailleurs les souris axéniques ont des sécomes qui sont monstrueux, qui causent d'ailleurs des complications, des occlusions intestinales, des perforations, parce qu'elles sont incapables, de par l'absence de la flore, de digérer les sucres complexes qui, bien sûr, décorent les mucines et qui assurent, avec leur hydratation, un volume absolument énorme. Donc, on est dans un certain nombre de fonctions d'assistance qui sont tout à fait essentielles, y compris sans savoir très très bien au fond ce que ça a pu avoir comme rôle dans l'évolution ou dans la coévolution, la dégradation et la détoxification, la déhalogénation par exemple des xénobiotiques. Alors, une fois qu'on a posé ces éléments-là,
il y a quand même, et j'en parlerai demain dans la deuxième présentation, qui sera un petit peu plus dans les détails, je dirais, moléculaires et cellulaires, il y a immédiatement un paradoxe, un conundrum, comme disent beaucoup nos collègues anglo-saxons. Comment fait-on pour, au fond, d'un côté, tolérer ces micro-organismes qui sont bons, dont on a besoin, les garder un petit peu à distance quand même, parce que si on leur donne trop de liberté, ils vont s'approcher trop des muqueuses et éventuellement réussir, même s'ils ne sont pas fondamentalement pathogènes, à causer des lésions. Et comment peut-on conjuguer donc cet élément de tolérance qui n'est pas une ignorance, on les sent, et grâce à cette perception, par rapport à leur distance, par rapport à leur nature, par rapport à leur comportement, on est capable de finalement mettre en place des mécanismes de signalisation qui vont aboutir à la tolérance, c'est-à-dire à cette inflammation physiologique dont on a parlé. Comment peut-on, au regard de ça, en quelques secondes ou en quelques minutes, détecter dans ces milliards de micro-organismes dont on vous a parlé le pathogène, et parfois c'est un seul, à l'unité, qu'il va falloir reconnaître et mettre en place immédiatement les mécanismes de destruction qui sont indispensables. On rentre là, bien entendu, dans ce qu'on appelle l'inflammation pathologique. Et donc, ça, je vous en parlerai un petit peu demain. Au fond, c'est où campe-t-on quand on parle de ces symbiotes, de ces commensaux, d'un côté, qu'on tolère, et quand on parle de ces pathogènes de l'autre côté. Et, bien entendu, intuitivement, vous imaginez que ce que va sentir l'autre, ce sont des signaux de danger liés à ce micro-organisme pathogène. Ces signaux de danger sont des signaux inflammatoires, sont des signaux de multiplication de ces microbes, et je prendrai justement l'exemple de Shigella pour essayer de faire percevoir un petit peu où est cette barrière, où est cette limite qui, encore une fois, est probablement extrêmement subtile, sa robustesse venant bien entendu de la coévolution sur ces années dont on a parlé, mais néanmoins, il y a des failles très probables, et ces failles peuvent donner lieu à ces ruptures de tolérance et à ces maladies dont on a parlé, sur lesquelles je reviendrai dans la dernière partie. Ça, c'est juste des images qui sont extrêmement frappantes, je trouve, et qui parlent toujours très fort. Ici, en bas, ces marquages en rouge, c'est du DAPI, le marquage des noyaux des cellules épithéliales de villosité intestinale de souris axéniques, sans germe. Ce que vous voyez ici en vert, ça correspond au réseau vasculaire, au réseau des capillaires. C'est un marquage par un anticorps anti-von Willebrand. Ici, c'est un animal conventionnel. Vous voyez la différence de maturation de cette vascularisation capillaire intestinale en l'absence ici et en présence de micro-organismes intestinaux. Et on imagine bien ce que cette vascularisation normale en fait apporte à l'ensemble de la physiologie du système, y compris à la mise en place du système immunitaire au-dessus par la migration possible, efficace des cellules lorsqu'elles ont besoin d'être recrutées. Ce que vous voyez ici, en haut, au fond, ce sont des souris sans germes et des souris conventionnelles. Et vous regardez simplement les différences de couleurs. Les marquages ici sont pour des lymphocytes ou pour des plasmocytes producteurs d'IgA sécrétoires, qui sont les IgA du tube digestif, de la muqueuse intestinale. Vous voyez ici que les villosités sont très peu habitées par ces cellules T, CD4, CD8 et ces plasmocytes, alors qu'elles sont considérablement habitées ici lorsque l'animal est conventionnel. Donc vous voyez des différences qui sont au fond majeures dans la maturité et la fonctionnalité à tous les niveaux du tube digestif. Donc ça, et au-delà d'ailleurs du tube digestif, entre parenthèses. Autre exemple frappant, c'est celui bien entendu de la nutrition et du métabolisme. J'en ai déjà parlé. Encore une fois, la fonction majeure de ces microbes, en particulier dans le bas-fond sécal et dans le côlon proximal, c'est de prendre en charge ces fibres du régime alimentaire, de les réduire par hydrolyse successive et de les transformer par fermentation en acides aminés à chaîne légère, qui vont donner lieu éventuellement à des processus de régulation, de signalisation, mais vont surtout servir de carburant, de fuel aux cellules intestinales. Par exemple, les cellules coliques utilisent à 50% ces acides gras à chaîne légère pour leur fonctionnement et leur physiologie. Et tout ce qui n'est pas utilisé va passer par le système porte dans le foie
et participer bien entendu à la néoglycogénèse ou à la lipogénèse. Donc on a véritablement une composante majeure ici. On dit que l'activité métabolique de ces micro-organismes dans l'intestin, c'est à peu près l'équivalent d'un organe supplémentaire équivalent au foie. Donc si on essaye de simplifier un tout petit peu les choses, j'ai toujours tendance à montrer cette diapositive qui, vraiment, je vous demande de m'en excuser, est un petit peu simplificatrice, à savoir, au fond, présenter l'intestin comme une glande à l'intérieur de laquelle seraient des bactéries et des produits de ces bactéries, en particulier ce qu'on appelle les PAMPs ou les MAMPs, c'est-à-dire les motifs structuraux de ces micro-organismes qui sont propres au monde prokaryote. Et toute cette flore ici et les composants qui en sont issus mettent une pression permanente à la fois sur l'épithélium intestinal, mais au-delà, bien entendu, sur le système immunitaire associé, pour produire de façon physiologique des cytokines, des chimiokines, des neuromédiateurs, y compris des produits microbiens qui vont traverser cette barrière et circuler dans notre sérum. On a de l'endotoxine, on a du peptidoglycane dans le sérum, qui agissent probablement comme des hormones non eucaryotes, mais néanmoins importantes. Vous savez que quand vous dormez, éventuellement, si ça vous arrive après un repas un petit peu gras, ce sont essentiellement les peptidoglycanes, les fragments de peptidoglycanes bactériens qui passent la barrière hémato-encéphalique et qui, en effet, hypnogènent. Donc on est là dans une espèce de fusion, en fait, du monde de la signalisation eucaryote et prokaryote qui est assez fascinant. Et c'est de ce fait global que naissent les effets de la présence de ces microbiotes, en particulier, encore une fois, sur les organes lymphoïdes, je ne reviens pas là-dessus, sur l'intestin, le foie et le tissu adipeux, je ne reviens pas là-dessus, j'en ai parlé, sur le métabolisme osseux, le turnover de la formation et la dégradation des fibrilles osseuses est lié à l'activité des ostéoclastes, qui eux-mêmes répondent à la présence du microbiote, du système nerveux central, on va y revenir rapidement, des vaisseaux, on en a parlé, et de la réparation épithéliale, qui est un des domaines auxquels s'intéresse mon laboratoire, et on a montré récemment que les cellules souches intestinales, en particulier, répondaient, lorsqu'elles étaient soumises à un stress cytotoxique important, comme par exemple une drogue anticancéreuse, répondaient à la présence de peptidoglycanes bactériens, en particulier de muramyldipeptides, par une voie dépendante de l'avoinode qui correspond à ces senseurs intracellulaires qu'on avait découverts au début des années 2000. Et ce système microbien protège les cellules souches intestinales contre la cytotoxicité. Alors, le rêve maintenant, c'est bien entendu, parce que tout ça, c'est de l'intestin, ça intéresse modestement les grands scientifiques, au même titre que la microbiologie, selon la théorie de Jean-Marie. Je ne suis pas complètement d'accord avec lui, mais je pense, alors par contre, que c'est grâce à ces interfaces, au fond, qu'on peut valoriser aussi un petit peu la microbiologie, et je pense que je n'ai pas de mauvaise conscience ici à être un petit peu de mauvaise foi. Donc, un individu qui est un de mes vraiment très bons amis et pour qui j'ai énormément de respect, parce que il y a des gens en sciences qui vraiment ont des idées très originales. C'est Sven Peterson au Karolinska. Sven a développé depuis une dizaine d'années maintenant une vraie approche. Il y en a d'autres, bien entendu, mais il était vraiment un précurseur sur l'interface entre le monde microbien, le microbiote et le système nerveux central. Et il a fait vraiment deux grandes découvertes. La première, c'est que la présence du microbiote est indispensable chez la souris à la maturation de la barrière hémato-encéphalique dans les 2 dernières semaines de la vie du fœtus murin, et bien entendu après la naissance. En l'absence de microbiote, la barrière hémato-encéphalique est imperméable, c'est-à-dire que les jonctions cellulaires qui sont extrêmement serrées dans le réseau vasculaire cérébral sont très relâchées. Les pompes à efflux qui sont essentielles à l'échange et à la protection du cerveau sont dans l'ensemble relativement peu matures, en tout cas dans leur niveau d'expression. Donc il y a un rôle du microbiote dans la protection du cerveau par le biais de la maturation de la barrière hémato-encéphalique. Et de là naissent un certain nombre, je dirais, d'hypothèses à l'heure actuelle, par exemple sur le fait que l'autisme pourrait être lié à des anomalies de ce microbiote par le biais possiblement d'une insuffisance de maturité très tôt dans la vie de la barrière hémato-encéphalique. Mais là, je fais un petit peu de ski hors piste, mais c'est pour vous dire quand même où le monde va.
Et il va de plus en plus que la deuxième grande découverte de Sven a été, publiée d'ailleurs avant celle de la barrière hémato-encéphalique, a été de montrer que ces souris axéniques, en fait, ont un comportement très anormal. Elles sont hyperactives, elles n'ont pas peur, elles ont un degré d'anxiété diminué. Quand on met sur ces planches d'études comportementales, elles vont arriver au bord de la planche et elles vont tomber, elles n'ont pas véritablement de perception du risque. Et elles ont des troubles du sommeil et un certain nombre d'éléments. Après, c'est un petit peu difficile de voir quels sont, dans ce cercle vicieux, les causes et les conséquences. Mais néanmoins, ces animaux ont un comportement tout à fait anormal à la naissance. Et s'ils ne sont pas conventionnalisés, c'est-à-dire si on ne leur donne pas une flore dans, disons, les quelques jours qui suivent la naissance, ces comportements anormaux sont imprimés une bonne fois pour toutes et il n'y a pas de possibilité de retour à ce qu'on appellerait une situation normale. Et bon, je ne vous fais pas de commentaires particuliers, je viens de le faire un peu sur des maladies du comportement, en particulier sur l'autisme, sur le fait qu'on regarde quand même de plus en plus dans cette orientation de la possibilité que le microbiote, en particulier en train de se constituer au moment de la naissance, puisse avoir un rôle important dans la mise au point, au fond, de ces étapes finales de maturation du système nerveux telles qu'on commence à les réaliser à l'heure actuelle. Alors, dans la dernière partie de cette présentation, je vais vous parler un petit peu de ce microbiote, de la façon dont il a été étudié, et puis des conséquences de la rupture, des équilibres et de la possible survenue de maladies. Alors, quand on parle de microbiote, en fait, on parle de microbiotes, parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas une zone de notre organisme, sauf bien entendu le milieu intérieur, comme l'appelait Claude Bernard. Encore, il y a des gens qui commencent à se demander s'il y a quoi que ce soit de véritablement stérile dans un organisme. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc chaque surface, en particulier muqueuse et cutanée, a un microbiote, et ces microbiotes sont extrêmement diversifiés, bien entendu, et aucun ne ressemble à un autre. Le microbiote cutané est même diversifié lui-même dans les zones humides, dans les zones séborées. Le microbiote intestinal, on en a parlé, le microbiote génital, le microbiote des voies aériennes supérieures. On a même montré récemment l'existence d'un microbiote des voies aériennes inférieures, alors qu'on considérait classiquement que le poumon, les bronches, les bronchioles étaient stériles. Donc on est dans une véritable phase, je dirais, d'expansion du microbiote, du monde du microbiote, et on commence à en découvrir et en caractériser, bien entendu, la diversité. Alors pour le microbiote intestinal, c'est effectivement une complexité inouïe, avec deux grandes familles de bactéries qui sont ce qu'on appelle les firmicutes, qui sont des grammes positifs anaérobies, souvent extrêmement sensibles à l'oxygène, très régulièrement incultivables. Donc, je ne vous dis pas la complexité des études de ce monde microbien, et les bactéroïdétes, qui sont des grammes négatifs anaérobies, avec en gros le même type de propriétés complexes que j'ai mentionnées pour les grammes positifs. Et puis à côté de ces deux grandes familles dominantes, on a un certain nombre d'autres phyla, comme les protéobactéries, tout le monde connaît les entérobactéries, les actinobactéries, par exemple les bifidobactéries, et puis les archébactéries qui servent en fait de puits à carbone et qui arrivent bien entendu à amener la synthèse de méthane, par exemple, et ça c'est valable chez nous comme chez l'animal. Donc on a parlé des chiffres, ils sont astronomiques et je ne reviens pas là-dedans parce que ça devient presque un petit peu fatigant d'assommer comme ça avec des chiffres aussi élevés. Il y a eu quand même, il y a 5 ans maintenant, 6 ans, 2010, le premier papier, un vrai saut quantique dans l'appréciation à la fois de la diversité, ce qu'on appelle, il y a deux adjectifs, enfin deux termes qui qualifient ces microbiotes, c'est la diversité et la richesse. C'est-à-dire le nombre d'espèces différentes, si tant est qu'on puisse arriver au niveau d'évaluation de l'espèce, qui n'était pas le cas jusqu'à présent avec les méthodes moléculaires d'études des segments variables des gènes codants pour les ARN 16S ribosomaux. Maintenant, on peut arriver un peu mieux vers la notion d'espèce. Mais donc, ces deux éléments étaient évalués, bien entendu, mais le saut quantique a été vraiment ce qu'on appelle la métagénomique, c'est-à-dire la mise en place d'approches de séquençage global du génome du microbiote intestinal de l'homme
et pas uniquement d'un homme ou d'une femme, mais d'une centaine, voire plus maintenant, d'individus. Et ça, bien sûr, ça a été facilité par l'arrivée des méthodes de séquençage de nouvelle génération et la combinaison avec les progrès de l'informatique, enfin de la bioinformatique en l'occurrence. Donc ça consiste à casser ces micro-organismes, à préparer de l'ADN, à casser ces fragments d'ADN, à les séquencer en ce qu'on appelle shotgun, et à réassembler l'ensemble de ces éléments, de ces petits segments de 100 ou 150 paires de bases, dans ce qu'on appelle des contigs, et essayer à partir de ces contigs, même à l'intérieur de cette complexité, de reconstituer des espèces sur la base d'un certain nombre de patterns, de scaffolds qui sont d'ores et déjà disponibles. Et on parle là, bien entendu, et ça a été le défi qui a été levé par ce programme financé par l'Union européenne, MetaHit, qui s'est terminé l'année dernière et qui a abouti à un certain nombre de publications, dont le papier pionnier qui a été publié dans Nature. C'est Duško Erlich, qui est un chercheur de l'INRA en France, qui était le coordinateur de ce projet, qui impliquait aussi le MBL en Allemagne et le Chinese Genomic Consortium, parce qu'il a fallu faire séquencer. Et les Chinois ont adoré séquencer, ce qui a permis de faire ces centaines de microbiotes d'individus. Et encore une fois, maintenant, c'est amplifié par le Human Microbiome Programme aux États-Unis, qui s'intéresse à la fois au microbiote intestinal d'autres individus, mais aussi les microbiotes cutanés, et ainsi de suite. Donc on va arriver tout doucement à finalement un étiquetage relativement global de ces microbiotes, en sachant que la diversité reste énorme, puisqu'à l'heure actuelle, donc on ne raisonne plus en termes de nombre d'espèces, on a à peu près 1000 espèces microbiennes différentes dans l'intestin, on raisonne maintenant en termes de microbiome, c'est-à-dire de nombre de gènes. Et le nombre de gènes était de 3 millions et quelques dans le premier papier de Nature. Il est actuellement, à force de reséquencer des génomes, des métagénomes, de l'ordre de 10 millions. C'est-à-dire qu'en fait, on a 300 fois plus de gènes prokaryotes dans notre intestin que nous n'avons de gènes actifs dans notre propre génome eucaryote humain, qui est de l'ordre de 25 à 30 000. Donc on est là aussi dans une espèce de complexité qui commence à poser immédiatement la question de qu'est-ce qu'on a en commun entre nous. Et entre nous dans cette salle, si on regarde la diversité de nos espèces microbiennes intestinales, on va trouver très peu d'analogies, ce qui peut-être n'est pas surprenant, mais quand même. Par contre, si on va à l'échelle du génome, des gènes, on va trouver que 50% d'entre nous partagent à peu près 50% de cet assemblage de gènes dont on a parlé. Et donc, en gros, il est probable qu'il y a une espèce de cœur génomique de 500 000 gènes qui est nécessaire à cette symbiose dans les grands domaines dont je vous ai parlé, et puis les autres qui probablement jouent un rôle d'adaptation environnementale ou dans des domaines qui sont pour l'instant encore inconnus et qui nécessitent au fond très rapidement, autant que faire se peut, de passer de cette étape descriptive à une étape qui soit plus une étape, je dirais, expérimentale, ce que j'appelle de passer de la métagénomique à l'expérimentomique. Et c'est là que nous, les gens qui ont travaillé sur les microbes, interfaces, microbes, cellules et la pathogénicité, peuvent apporter, disons, des concepts et des techniques intéressantes. Mais les lectures de propriétés symbiotiques sont beaucoup plus complexes, bien entendu, que les lectures des propriétés de pathogénicité. Alors, ce microbiote, il s'installe à partir de la naissance, par contamination par la maman, d'abord et avant tout, mais il va varier en fonction de type d'accouchement, si c'est un accouchement par les voies naturelles ou si c'est un accouchement par césarienne. Il va varier en fonction de l'alimentation du bébé. Il y a toute une zone ici de construction du microbiote qui est en train d'être étudiée très très précisément, en particulier dans la nature des vagues successives, pionnières les unes après les autres, qui permettent en fait en 2 ans de passer de l'état zéro à l'état de flore microbienne qui va rester à peu près stable pour le restant de la vie. Donc il y a toute une biologie maintenant de l'installation de ce microbiote qui est d'autant plus importante à considérer qu'on s'aperçoit de plus en plus que des altérations très précoces dans le microbiote, probablement dans les premiers mois de la vie, avant même le sevrage de l'enfant, peuvent aboutir à des effets secondaires plus tard. Et un des papiers les plus frappants dans ce domaine est celui du groupe de Martin Blaser, qui a été publié il y a 3 ans maintenant, qui montrait que chez des nourrissons qui avaient subi des traitements antibiotiques assez lourds dans les premières semaines ou dans les premiers mois de leur vie,
la fréquence d'obésité à un âge plus avancé, essentiellement à partir de l'adolescence, était augmentée de l'ordre de 22 à 25%, ce qui est considérable. On commence à mettre le doigt maintenant sur le rôle de l'homéostasie de ce microbiote et de sa rupture dans la programmation éventuelle de maladies à des phases plus tardives de la vie. Et ça a été mentionné rapidement par Jean-Marie. On travaille nous-mêmes un peu sur l'inverse, c'est-à-dire ce que représente l'ultra-richesse du microbiote dans les altérations dans la santé des enfants dans les pays en voie de développement. Je ne rentre pas là-dedans, ça s'appelle le projet Afribiota, où on essaye de comprendre comment cette surcroissance de microbes dans l'intestin grêle peut entraîner cette inflammation chronique et cette atrophie intestinale qui fait que beaucoup de ces enfants sont malnutris en dépit d'apports éventuellement nutritionnels corrects, voire de tentatives de renutrition intensive. Donc il y a tout un domaine en pédiatrie qui est tout à fait fascinant, avec en plus, bien entendu, des conséquences à la clé en termes de prévention de maladies plus tard dans la vie, tout à fait considérables. Et au fond, ce qui nous guette, c'est pas l'utopie morbide de ces individus des années 50 qui voulaient nous rendre parfaits, purs, sans germes et tous avec les mêmes gènes. De toute façon, je ne pense pas qu'on tiendrait très longtemps dans ces circonstances-là. Mais ce qui nous guette de plus en plus, semble-t-il, c'est la réduction de la richesse et de la diversité de ces populations microbiennes, et en particulier de la population microbienne intestinale. Et donc, ce risque finalement d'appauvrissement du microbiote en richesse et diversité d'espèces correspond à un appauvrissement dans les fonctions, dans la fonctionnalité que ces microbiotes nous offrent, puisque un certain nombre de gènes, d'opérons, ne vont plus faire ce qu'ils faisaient jusqu'à présent, et donc rompre cet équilibre, encore une fois, multimillénaire. Et donc ces conséquences vont être probablement l'apparition de ce qu'on appelle, encore une fois, ces maladies postmodernes, qui sont en train de flamber à l'heure actuelle, avec une augmentation de fréquence des maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Crohn par exemple, la rectocolite hémorragique, l'obésité, le diabète, la résistance à l'insuline étant un peu l'élément global qui soutiendrait tout ça, et puis un certain nombre de pathologies comme le cancer du côlon. Et ça nous amène à ce qu'on appelle de façon un petit peu provocative l'hypothèse hygiéniste. C'est-à-dire au fond, est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu trop loin dans l'hygiène si on considère dans l'hygiène la prévention du contact avec les microbes, l'utilisation largue à manu, voire abusive des antibiotiques, et un certain nombre d'autres approches qui ont contribué au fond à réduire, parfois même dès la naissance, on vient de le dire, la richesse de nos populations microbiennes. Et c'est au fond un immunologiste parisien qui est un ami, qui est d'ailleurs était jusqu'à il y a 2 mois le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, de la section B de biologie, Jean-François Bach, donc, avait montré dans une revue dans le New England Journal of Medicine en 2002 cette double schéma qui montrait d'un côté, en tout cas dans les pays du Nord, la régression considérable de l'incidence des maladies infectieuses, et puis en parallèle, et dans le même timing, si l'on peut dire, la croissance d'un certain nombre de pathologies, en particulier l'asthme, l'atopie, les maladies allergiques en général, des pathologies comme la sclérose en plaques et bien entendu l'obésité, le diabète de type 2, voire de type 1. Là, il mentionnait essentiellement diabète de type 1. Mais bon, au fond, c'est à partir de maintenant qu'on peut commencer véritablement à essayer de mettre une réalité, en particulier une réalité expérimentale, sur ce type d'hypothèse. Ce qu'on voit en tout cas, là on reste dans le descriptif et dans le corrélatif, c'est que beaucoup des maladies dont je viens de parler ont été, par de nombreux auteurs, qualifiées et démontrées comme étant caractérisées par une diminution parfois considérable de la richesse et de la diversité des populations microbiennes. Et l'inquiétude qu'on a, même si cette diapositive est complètement incompréhensible, je l'aime beaucoup parce qu'elle dit quelque chose de très très important. Je vais vous la simplifier. C'est un travail qui a été publié dans Nature en 2012. C'est une étude qui a porté sur la diversité du microbiote d'enfants, puis d'adultes, qui étaient issus de populations des États-Unis, d'Amérique du Nord,
de populations amérindiennes, essentiellement, enfin pas essentiellement, exclusivement en Amazonie, et de populations du Malawi. Et en fait, ce que montre cette diapositive, qui est un peu instantanée d'une situation dans cette période, là où ce papier a été publié, c'est que les enfants américains ont une diversité, les individus, les Américains en général, mais les enfants en particulier, quand on regarde les résultats, ont une richesse et une diversité d'espèces à peu près moitié par rapport, voire encore moins par rapport aux Amérindiens. Et donc, très tôt dans la vie maintenant, dans nos sociétés, la population microbienne du tube digestif s'appauvrit. Et donc ce sera quelques diapositives pour terminer. Le défi est d'essayer maintenant d'aller au-delà de cette corrélation et de mettre véritablement de la substance expérimentale dans tout ça, sachant qu'on voit de plus en plus qu'au cours des maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn par exemple, on voit disparaître des espèces bactériennes comme Faecalibacterium prausnitzii, qui est associé très classiquement à un effet anti-inflammatoire, et l'apparition, la croissance, la prise de pouvoir, je dirais presque, de ces familles bactériennes que j'avais montrées dans une première diapositive être très peu nombreuses et peu importantes a priori, en tout cas quantitativement, comme les protéobactéries. Et juste pour vous montrer une image très frappante que j'ai empruntée à un article que je cite toujours d'un clinicien allemand, d'un gastroentérologue allemand qui s'appelle Svinsinski, il a publié ça en 2002. Ça utilise la méthode FISH. Méthode FISH, c'est une méthode de fluorescence, hybridation, où on détecte les ARN messagers des micro-organismes. Donc ça montre qu'ils sont vivants et ça permet de les identifier par la séquence, puisque c'est des ARN 16S qu'on utilise. En jaune, ce sont des protéobactéries, en particulier Escherichia coli. Vous voyez que chez un individu normal, la surface de l'épithélium intestinal est quasiment dénuée de ces micro-organismes, et il y en a quelques-uns qui sont dispersés dans la lumière. Ils sont des milliers, voire des millions de fois moins nombreux que les bactéries dont on a parlé, les firmicutes et les bactéroïdetes. Par contre, ici, c'est la coupe d'une maladie de Crohn, et vous voyez que la surface de l'épithélium intestinal de ces patients est marquée par la présence d'une gangue de protéobactéries, en particulier d'Escherichia coli, qui explique probablement en partie le cercle vicieux inflammatoire. Savoir si c'est vraiment le facteur initial ou autre chose, ce n'est pas encore très clair, mais clairement, il y a un déséquilibre à la fois numérique et fonctionnel qui est tout à fait impressionnant. L'autre aspect, au-delà des maladies inflammatoires de l'intestin, c'est celui de l'obésité. Alors l'obésité, l'expérience Princeps, elle a été publiée en 2006 dans Nature par le groupe de Jeff Gordon à Washington University, qui a été mentionné tout à l'heure. Et l'expérience était très simple. Ça consistait à prendre des souris obèses qui ont une mutation dans le gène de la leptine et de transplanter leurs selles à des souris dites lean, c'est-à-dire à des souris minces. Et ce qui a été montré très rapidement par ces auteurs, c'est que les souris minces grossissaient et devenaient obèses par le simple fait de la transplantation de la flore fécale des souris obèses. Alors, pour risque de vous décevoir, ça ne marche pas dans l'autre sens, mais bon, en tout cas, ça dit quelque chose. Et ce quelque chose a été très vite interprété comme le fait qu'une souris obèse développe des capacités d'extraction calorique beaucoup plus importantes de par la nature de sa flore microbienne, c'est-à-dire qu'en fait, sa flore microbienne s'adapte à cette situation d'obésité. Et donc, cette extraction calorique extrême qui est liée à des régulations et surtout à un enrichissement avec des populations bactériennes qui ont cette capacité d'hydrolyse majeure des sucres complexes, lorsqu'elle est transplantée à un individu normal, à une souris mince, va continuer à faire bêtement ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire extraire de l'énergie, des calories, de l'alimentation, même non trop pas même équilibrée en fait que reçoivent ces animaux. Donc on était là dans une première évidence qui a eu un petit peu de mal à passer, bien entendu, du fait que les microbes, le microbiote pouvait avoir un rôle non pas générateur probablement, mais un rôle de courroie de transmission dans l'établissement de la situation d'obésité. Et on est à l'heure actuelle, au fond, dans une double vision des choses. La première
et probablement comme d'habitude, les deux sont valables, et peut-être même une troisième qu'on n'imagine pas encore. La première, c'est cette notion de energy harvesting, c'est-à-dire de récolte complémentaire et supplémentaire d'énergie qui va causer un excès calorique. L'autre est celle de l'hypothèse du Dr Kani, ici en Belgique, qui a été reprise par pas mal de collègues, qui est qu'au fond, l'obésité est peut-être aussi une maladie inflammatoire chronique à très bas niveau, ce qu'on appelle low-grade inflammation, au niveau en particulier des tissus adipeux, en particulier dans la région mésentérique. Et au fond, il a été montré assez rapidement dans des modèles expérimentaux que lorsqu'on donnait un régime déséquilibré, riche en graisse à des souris, leur barrière intestinale s'altérait, et ça on l'a montré très bien dans notre laboratoire aussi, et des microbes ou des éléments microbiens, les PAMP dont on a parlé tout à l'heure, étaient capables de transloquer, se retrouver dans le tissu graisseux, entraîner une régulation du récepteur à l'insuline, une phosphorylation qui va amener à une résistance à l'insuline, et la résistance à l'insuline elle-même enclenche ce processus, bien entendu, de cercle vicieux vers l'obésité et éventuellement le diabète de type 2. Donc on est à l'heure actuelle dans cette notion d'addition probablement de deux facteurs, sachant bien entendu qu'il y a au départ un déséquilibre alimentaire. On ne va pas remettre en cause l'obésité et des années maintenant de travaux pour convaincre les populations de manger correctement. Donc, pour terminer, ce que je voulais dire en résumé, c'est qu'on se retrouve de plus en plus dans une notion d'écologie, et d'ailleurs on ne fait pas assez d'écologie, je trouve, en microbiologie en général, où je propose de plus en plus qu'on pourrait voir la flore microbienne, en particulier intestinale, comme une espèce d'intersection de deux histoires, en fait. Une histoire ancienne, ancestrale quasiment, qui a été la mise en place d'un équilibre symbiotique sur des milliers d'années d'évolution de l'homme, mais qui avait déjà été préparé, les brouillons étant faits dans d'autres espèces animales, dans des phyla antérieurs. Et cette mémoire, elle nous dit probablement quelque part à quoi nous ont aidé les bactéries pour passer éventuellement des crises climatiques, de refroidissement, où les animaux mouraient, où il fallait se nourrir de racines, de feuilles et essentiellement de végétaux, ou éventuellement vice-versa. Donc on a probablement cette mémoire de l'évolution, et puis en même temps une écologie qu'on pourrait appeler contemporaine, c'est-à-dire des modifications extrêmement rapides à l'échelle d'une génération ou deux dans notre environnement, l'hygiène, les antibiotiques, et puis dans notre mode d'alimentation, y compris la stérilisation en particulier des aliments, qui font que est en train de se mettre en place, et on le voit dans la réduction en diversité microbienne dans une des diapositives que je vous ai montrées, ce qu'on appelle un nouvel équilibre en écologie. Et la question est de savoir si ce nouvel équilibre va être neutre, ce qu'on espère, ou si, dans certaines circonstances, dépendant aussi éventuellement de l'individu, ce nouvel équilibre va éventuellement avoir des implications pathologiques. Et on est donc dans ces maladies postmodernes, dans ce concept, au fond, de maladies non pas infectieuses au sens où il existe un pathogène et au sens où elles sont transmissibles d'un individu à l'autre, si on fait abstraction de ce transfert de flore de souris obèses, mais plutôt des maladies de notre interface avec le monde microbien, qui sont à la fois des éléments qui nous sont personnels, génétiques, et bien entendu des variations dans l'environnement microbien qu'on a nous-mêmes très très rapidement mis en place. Donc c'est vraiment, je trouve, un sujet de réflexion qui va largement au-delà de la simple microbiologie et qui rentre dans une question évidente que tout le monde se pose, c'est si tout ceci est vrai, et beaucoup est vrai très probablement, comment le rationaliser et surtout comment le transformer en intervention à la fois préventive et curative de ces maladies dont on a parlé. Alors il y a bien entendu les probiotiques. Ne me demandez pas mon avis sur les probiotiques, je risquerais d'être désagréable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui actuellement prouvent que les probiotiques aient un rôle dans une quelconque situation, en tout cas pathologique. Alors si on est en bonne santé, après on peut se poser la grande question philosophique de savoir qu'est-ce que c'est d'être en meilleure santé que d'être en bonne santé, mais c'est aussi une autre question. Néanmoins, il y a probablement des choses là-dedans à comprendre, dans la mesure où beaucoup de ces
expériences chez la souris, dans l'animal d'expérience, quand on met des probiotiques, fonctionnent et préviennent, par exemple, l'inflammation intestinale. Donc il y a quelque chose à mieux comprendre sur les probiotiques qui nécessite d'être en permanente attention, en sachant que peut-être les vrais probiotiques ne sont pas ce qu'on pense et peut-être il faut aller chercher un petit peu au-delà des lactobacilles. Il y a les prébiotiques qui sont de plus en plus mis en place et utilisés pour rééquilibrer les flores, essayer d'enrichir en micro-organismes, par exemple, qui extraient plus de calories ou qui extraient moins de calories selon les situations. Mais tout ça reste encore un tout petit peu de la science-fiction. Et puis il y a un nouveau développement qui se fait jour à l'heure actuelle dans des domaines très limités pour l'instant à la gastroentérologie, qui est ce qu'on appelle le transfert fécal à visée thérapeutique. Et le transfert fécal à visée thérapeutique, c'est plus de la science-fiction, c'est de la réalité. Ça consiste en fait à traiter un certain nombre de situations cliniques qui sont manifestement liées à un déséquilibre caricatural de la flore microbienne intestinale. Alors l'exemple typique qui a incité au développement du transfert fécal et qui a montré l'efficacité du transfert fécal, c'est cette fameuse colite à Clostridium difficile qui est liée essentiellement au fait que Clostridium difficile, qui s'introduit dans la flore intestinale, en particulier chez les personnes âgées, dans les milieux hospitaliers ou dans les maisons de retraite, va être contrôlé. Et c'est toute cette notion, encore une fois, d'équilibre entre pathogènes et commensaux, va être contrôlée par l'effet de barrière que proposent ces commensaux. Mais si on agresse cette flore commensale avec un antibiotique, on va faciliter la rupture de cet effet de barrière et ce micro-organisme, Clostridium difficile, va coloniser, va prévaloir en fait, va être un prédateur de la niche intestinale et exprimer ces toxines qui altèrent l'épithélium et entraînent cette inflammation destructrice dont les récidives en fait sont mortelles chez les personnes âgées fragiles. Et jusqu'à présent, les traitements étaient très peu efficaces jusqu'à ce que récemment, et récemment ça veut dire depuis 3 ou 4 ans maintenant, on développe ces en fait, transfert fécal à visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'on remplace la flore de l'individu par une flore d'un donneur sain. Bien sûr, il faut avoir tous les critères de sécurité en main. Et ce transfert fécal à visée thérapeutique donne des résultats spectaculaires puisque 95-96% de ces situations-là en fait, sont prises en compte et les individus sont guéris. Donc on rentre tout doucement. Nous, on est en train de mettre en place avec la supervision, je dirais, sur les tests d'évaluation de ces transferts fécaux avec l'hôpital Henri Mondor, en particulier, un certain nombre d'approches, y compris, on peut terminer là avec les antibiotiques, sur le fait que la transplantation fécale à visée thérapeutique est de plus en plus considérée du fait du ce qu'on appelle le fitness cost, c'est-à-dire le coût d'adaptation qu'ont les bactéries multirésistantes aux antibiotiques, en particulier les productrices de bêta-lactamase à spectre élargi, et ainsi de suite, au fond de les remplacer, de nettoyer la flore résidente et de la remplacer par une flore normale, en espérant que cette flore normale va prévaloir sur ces microbes multirésistants qui ont un problème d'adaptation. Et les premiers résultats sont plutôt encourageants, sans être pour autant totalement satisfaisants, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on progresse. Et très souvent, il faut faire plusieurs transferts fécaux successifs pour arriver à nettoyer cet intestin. Il y a quand même un avantage, c'est que ces personnes-là, on peut les libérer de l'hôpital et on n'est pas obligé de les garder en quarantaine comme on le fait malheureusement à l'heure actuelle. Donc voilà en gros les notions générales, les perspectives. Je vais surfer un peu sur certains aspects et je vous demande de m'en excuser. Et je me suis dit que pour conclure, Hamlet ayant visité le musée Magritte à Bruxelles aurait pu dire « Ceci n'est pas un microbe ». Merci.